Bonjour, bienvenue. On va commencer cette rencontre, cette table ronde sur la question du malaise et de l'embarras. Sentez-vous à l'aise pour sortir si ça vous met mal à l'aise? Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et on a le plaisir de recevoir 3 autrices-auteurs invités de ce très beau festival Fumetti dont la thématique est le compost. Et alors, comment on composte le malaise ou le mal-être? C'est Laura Simon, ici présente, qui a supposé, honoré, initié cette rencontre et cette thématique. Oui, la thématique, elle est un peu née de l'envie un peu d'explorer ce sentiment qui est quand même pas toujours hyper facile à appréhender. Et on a vu des invités qui se prêtaient bien à cette démarche. Et donc, on a eu envie avec eux de plonger un peu dans ce sentiment et dans ce mal-être et malaise. Donc, voir un peu comment c'est vecteur de création. Oui, je refais un petit disclaimer, s'il y a des enfants, il y a des images qui peuvent être un peu impressionnantes. Donc voilà, je préfère prévenir avant de lancer. On a disposé aussi quelques-uns des livres de nos invités ici, donc n'hésitez pas pendant la discussion à venir vous en emparer, feuilleter si vous voulez. On a fait un choix d'images qui sont très souvent extraits des ouvrages ici présents, mais qui sont aussi complétés par d'autres on va dire confrontation d'images. Les invités, on ne les a pas encore présentés, Paz Boira, Helge Reumann et Mathias Martinez. Et c'est vrai qu'à la lecture de leurs ouvrages, avec Laura, on s'était dit, même si les esthétiques sont très différentes, et même si parfois les thématiques ne sont pas du tout traitées de la même manière, il y a quand même quelque chose qui ressort de cette question de l'embarras, du malaise, que ce soit dans ce qui est transmis ou dans ce qui semble avoir été vécu par les auteurices et retranscrit sur la page. Enfin bref. On va essayer de vous dire ça de manière assez claire en une petite heure. Oui. Pour commencer la présentation des univers de chacun, on a fait le choix avec Henri de choisir un film qui nous paraissait représenter pour chaque un peu l'univers. Donc je vais laisser Henri expliquer le premier film. C'est un peu sombre. C'est un peu sombre, il a une drôle de définition, mais c'est une image de Tropical Malady de Apichatpong Veeracetakul. Ouah. Et qui est une image que tu as repris textuellement dans l'un de tes ouvrages, Paz Boira. Donc c'était pour présenter le travail de Paz Boira, autrice espagnole d'origine, qui a beaucoup vécu en France et en Belgique, qui publie aux éditions Frémoc depuis les tout débuts, depuis Fréon, donc, mais ça on aura l'occasion d'en reparler demain lors d'un antipasti qui va revenir un peu sur ta carrière. Et il y a 4 livres disponibles aux éditions Frémoc, un 5e arrive à l'automne prochain, et un 6e est en travail en ce moment même ici, puisque tu es en résidence à Maison Fumetti jusqu'à la mi-juillet. Voilà. Et donc dans ton travail, entre autres, on va le voir, il est question s'il est question de malaise ou d'embarras, il est souvent un peu psychanalytique, un peu ancré dans des résurgences conscientes ou inconscientes. Il est question de rêve, souvent. Et jusqu'ici, mais ça va changer, il y avait très peu de mots, voire pas de mots du tout dans tes ouvrages, qui sont parfois tout en couleur, parfois en noir et blanc, et qui naviguent un peu dans des sortes de confrontations d'images qui en elles-mêmes peuvent parfois créer le malaise. On en aura quelques exemples tout à l'heure. Pour la deuxième image, on a choisi Carnaval of Soul de R. Carvet pour te représenter, Mathias. Mathias habitait en région parisienne, un peu dans le triangle des parcs d'attractions, et c'est quelque chose qui a beaucoup joué sur son imaginaire. Et donc l'histoire de ce film, c'est qu'en fait le réalisateur R. Carvet est tombé sur un parc désaffecté, le parc de loisirs de Salter vers Salt Lake City. Et quand il est tombé sur ce parc désaffecté, il y a une énorme salle de bal qui tombait un peu en lambeaux et qui était un peu désuète. Et il s'est dit, c'est là, il faut vraiment que je fasse ce soit le décor de mon film. Et du coup, on a retrouvé un peu cet amour du décor et des endroits qui perdent en fait leur essence pour devenir autre chose. C'est un peu ce que tu racontes dans Clocky, donc voilà, on avait choisi ce film pour toi. Ouais, j'adore ce film, donc très prêté. Ça va, on est bien tombé. Il est trop bien.
Et oui, c'est publié aux éditions Misma, et tu es en préparation d'un prochain livre qui arrivera. J'ai 2 livres en préparation. Ah, un avec Misma et un avec le musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Ok. Voilà. Et qui est en train d'avancer. Très bien. J'aurai du temps. Voilà. Et la dernière image. Alors, pareil, c'est très sombre. C'est un extrait de... C'est très sombre et un peu déformé, on dirait. C'est une image, une capture d'écran, d'ailleurs, de la saison 3 de Twin Peaks de David Lynch, en 2017. Et une scène d'intérieur avec des personnages étranges, assis et silencieux, qui me faisait beaucoup penser, quand j'ai lu Chaude, la dernière publication de Elgar Heumann, il y a des scènes comme ça de personnages assis dans un salon, qui regardent la télévision, qui ont l'air un peu étranges aussi, voire plus, qui m'a fait immédiatement penser à cette image-là précisément. Et bon, plus globalement, ton univers, Helge, c'est peut-être une facilité maintenant de dire ça, mais il est assez connexe peut-être à l'univers un peu étrange de David Lynch. De la même manière qu'avec Paz, on aura l'occasion tout à l'heure, aux alentours de 18h, avec Tanguy Jossic, de faire un antipasti en ta compagnie. Donc on va revenir sur ta déjà longue carrière, et il y a de nombreuses publications, mais donc la plupart des livres que vous pouvez trouver d'Helge Heumann sont publiés aux éditions Atrabile et disponibles ici même, puisqu'il y a un stand Atrabile. Vous en avez quelques-uns qui circulent là, et puis juste derrière vous, il y a l'exposition consacrée à Helge Heumann sur Chaude, justement ce grand volume qui a été publié en début d'année, je crois. En janvier. Ouais. En janvier. Donc voilà, on va essayer de voir avec vous comment on avance dans vos univers particuliers qui, au fur et à mesure, j'ai l'impression, grossissent, s'enrichissent, se développent, mais gardent un fil continu depuis les premiers pas. C'est le sentiment en tout cas qu'on a eu tous les deux en lisant vos ouvrages. Et justement, notre première question, c'était vraiment quel a été votre premier contact avec le malaise, et quels sont les imaginaires qui ont vraiment nourri votre façon de créer, qu'est-ce qui a nourri votre graphie. Et on a essayé de regrouper un petit peu... Ah oui, d'abord, j'avais mis une définition du malaise pour un peu démarrer cette rencontre, mais... Le malaise, c'est un sentiment diffus et mal défini d'inquiétude et d'embarras, donc un trouble. Et est-ce que vous, ça vous parle, ces définitions ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le sentiment justement de malaise pour vos créations ? Qui parle. Qui veut s'en emparer ? Mathias. Dans l'ordre. Je crois que c'est un peu un point de départ pour, par exemple, Cloquis, typiquement, l'ouvrage que j'ai fait chez Misma. C'était un des points de départ parce que c'était suite à des visites dans des parcs d'attractions abandonnés, du coup que l'idée est venue. Du coup, à côté de chez moi, il y avait un parc abandonné qui s'appelait Mirapolis. Donc il ne reste plus rien, mais il y a des traces, des vestiges de ça. Et l'imaginaire de ce parc, même les gens qui étaient à l'époque, en fait, sur des forums, moi j'ai beaucoup aussi digué sur des forums des informations sur ce parc, puis sur place, visiter le lieu. Et les gens disaient tous que même quand c'était ouvert, c'était malaisant. Ils avaient toujours ce truc qui revenait de dire c'est malaisant. C'était vide, je ne me suis pas amusé cette journée-là, l'entrée était chère et en plus je me suis fait chier, enfin des trucs vraiment alors que moi j'en voyais que des images qui ça avait l'air trop beau et j'étais à fond à me dire ça avait l'air génial. Et en fait même je crois quand c'était là c'était pas si bien que ça, donc en fait il y avait un espèce de décalage, entre la proposition ce qu'on voit et en fait ce que les gens ont ressenti, et c'est censé être bien, donc c'est censé être un parc d'attraction, donc c'est censé être bien. Genre si c'est nul, du coup c'est foiré, quoi. C'est vraiment le but principal du parc, quoi. Donc du coup c'est vraiment le malaise absolu, quoi. Parce qu'en fait en plus on a payé pour ça. Enfin, c'est horrible. Enfin, c'est même pas gratuit, quoi. Donc c'est genre horrible. Voilà, donc c'est parti littéralement de ça et du malaise d'autres gens qui mettaient sur des forums des avis sur ce parc. Et je me suis dit il y a un truc à creuser peut-être sur qu'est-ce qu'on attend des émotions et qu'est-ce qu'on on peut retranscrire de ça, de ce truc attendu. Voilà. Pour moi, en fait, je ne me pose même pas la question ce que c'est le malaise. Je dessine tel quel. Et
En fait, je ne me suis même pas posé la question, c'est pour ça que le thème m'a un peu surpris. Ouais. Donc j'ai un peu de difficulté à répondre. Bah, Parce que c'est le malaise, mais après tu montreras des images oui. qui ont fait les premiers chocs. Oui, tout à fait. Ouais. Paz, c'était... Ouais, le malaise, je crois, pour moi, c'est quelque chose qui est inhérent à l'existence. Ouais. Donc, tout autant que la joie et les bonnes expériences. Mais en tout cas, c'est sûr que dans mon rapport dans la création en concret, en particulier, je pense que j'essaye tout le temps d'aplatir, de banaliser ce côté angoissant et menaçant que le malaise génère en moi. Et c'est quelque chose que j'ai cycliquement. Moi, tous les 15 jours, j'ai des symptômes d'une maladie qui s'appelle trouble dysphorique prémenstruel. Donc c'est d'autant plus clair pour moi les jours du mois où je vais être dans le malaise et d'autant plus nécessaire de mettre tout en image pour justement et m'en défaire pour que ça soit pas que à moi, que ça tourne pas en boucle dans ma tête et que en plus si j'ai le privilège d'éditer, ça appartienne à tout le monde et il y a comme une espèce de débarras. Ouais. C'est le grand débarras des livres. Oui, une mise à distance de ton ressenti pour pouvoir l'observer aussi peut-être. Ouais. Donc c'est très sain pour moi. Le processus artistique est quelque chose d'hyper sain, tout en étant une torture aussi parfois, parce que ça demande aussi d'être dans l'exposition, dans la réflexion, dans l'introspection permanente aussi. Donc parfois on aimerait juste aller se promener, Oui. mais ça vaut la peine. Du coup, j'avais commencé une question avant de m'auto-interrompre avec cette définition. Mais oui, je vous avais demandé un petit peu en amont les choses qui avaient été pour vous les premières sources de malaise. Et vous aviez répondu autour de plusieurs thématiques. Donc la première qui était revenue beaucoup, c'était la guerre. Donc là, j'ai mis des images. Donc il y a des images d'archives et des images qui sont issues de vos livres. Donc là, il y a des images du travail de Paz en jaune, des images d'archives, et là, on peut revoir une image de Helge sur le côté. Et je crois que les choses se répondaient beaucoup. Enfin, on ressent quand même cet imaginaire qui transmet, qui émerge dans votre travail. Helge, tu nous avais parlé, alors j'ai mis une image d'illustration, mais tu nous avais parlé des journaux que tu pouvais consulter quand tu étais... Pas celui-là. Pas celui-là, et j'ai cherché des images... en tant qu'originalement d'avoir ça. Oui, soi, je sais. Et je cherchais des journaux illustrés de guerre, et c'est pour ça que j'ai mis celui-ci. C'était surtout les magazines des années 70, avec les photos hyper chocs de la guerre du Vietnam. Et puis c'était juste posé comme ça dans le salon, puis je me suis dit, mais c'est quoi ce monde en fait? Et tu avais à peu près quel âge quand tu tombais sur ces images? 5-6 ans. Ah oui. C'est en fait des journaux usuels, Oui. des magazines, quoi. Je sais pas si on fait encore des images aussi chocs aujourd'hui, parce que j'en achète pratiquement plus de magazines. Je sais pas, j'avoue, j'en achète peu aussi. Voilà, il y a vraiment un truc, un basculement, on est dans un monde tout rose et on voit ça, et on arrive dans un autre monde, une autre réflexion en fait, ce que c'est l'humanité. Et puis je pense que tu vas peut-être me montrer après, mais il y avait aussi le tableau du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. Oui, puis bon, il y a les enfants qu'on balance dans la Seine, etc. Enfin, il me semble que c'est la Seine. Et puis ça aussi, pour moi, c'était hyper révélateur. Est-ce que c'est peut-être éventuellement le monde, quoi. Oui, c'est des images qui te sont restées, quoi. Oui. Voilà, je tapais sur le livre pour punir les gens qui massacraient la population. Oui, il y avait une vraie envie de pas se sentir impuissant, mais de pouvoir... D'un coup, je devenais violent aussi. Okay. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu dessinais déjà, et si oui, est-ce que tu as retranscrit ça en dessin? Avant, je dessinais des petites maisons avec un soleil. Puis après, c'était plus des batailles.
Mais peut-être pas des trucs hyper atroces, mais quand même ça a imprégné ma façon de voir les choses, quoi. Et Paz, on voit aussi beaucoup des images de guerre émerger dans tes livres. C'est aussi une thématique particulière pour toi J'ai juste utilisé cette imagerie dans Malgré une fin proche, parce que c'est quelque chose que j'ai rêvé éveillé. C'était un rêve éveillé. C'est pas les 4 chapitres qui composent le livre sont en effet issus des notes que j'ai prises au réveil, des rêves qui m'ont marqué. Mais la guerre est venue comme les lier un peu. Ce que je préfère dans le travail, c'est justement inventer ce qui se passe entre les rêves, parce que j'ai tendance à les utiliser beaucoup pour faire des livres. Mais j'aime bien, c'est ça, rêver éveillé, et imaginer ce qu'il y a entre les notes ou les rêves que j'ai faits pendant la nuit. Du coup, la guerre, comme c'est un livre qui parle de l'apocalypse, ça ne pouvait pas être plus opportun. Et puis voilà. Mais sinon, ce n'est pas une thématique habituelle chez moi. Okay. Mais il y a une figure, une forme, un élément symbolique qui revient depuis le début dans ton travail publié. En tout cas, c'est le sous-marin, donc qui est quand même un engin de guerre. Ouais. Et le sous-marin revient, alors pour des raisons plus métaphoriques peut-être que directement explicites, mais c'est pas rien non plus. Oui, ouais, le sous-marin, ça permet de plonger, donc plonger en soi et réfléchir et se voir, et surtout là où c'est obscur et sombre. Mais c'est vrai que dans Malgré une fin proche, le canon vient parler aussi de la présence du phallus, évidemment, partout dans la société, et de sa prédominance. Mais ouais. Et dans le... ouais. C'est où est lourd de sens. Dans le prochain livre qui sortira à l'automne, qui s'appelle Même de nuit, il y a un récit sur le Kursk, donc ce sous-marin soviétique qui a coulé de nombreux jours sans que personne dans les autorités soviétiques ne bouge pour sauver les marins. Ça, c'était une histoire qui a traumatisé pas mal de gens qui l'ont entendu en temps réel dans les années 90. Donc on rejoint un vécu traumatique d'information, comme pour Helge, des choses, on est exposé sans le vouloir, on entend ça à la radio ou à la télé. Et ça ressort quelques décennies plus tard dans... C'est les risques de l'introspection aussi, parfois, d'imploser. Ouais. Ou de mourir de faim, de soif. Oui. Dans les thématiques que vous aviez évoquées, il y avait aussi la religion qui apparaissait en toile de fond. Donc là, j'ai pris des images de Paz et de Helge. Il y a cette thématique qui ressort. Est-ce que c'était une volonté pour vous? Est-ce que c'est un besoin? Gros sujet. C'est gros sujet. La religion et le malaise. En fait, ça, c'était une couverture pour un magazine libanais. Et puis j'ai proposé ça, et puis ils l'ont refusé, mais je n'étais pas fâché. Mais en fait, ils avaient fait déjà un numéro de l'année d'avant, et puis ils ont eu pour 30 000 € d'amende pour blasphème. Ah. Et puis finalement, c'est devenu la couverture de l'album SUV. Et voilà, moi je suis dans ma Suisse bien tranquille, et je prends aucun risque, et je leur impose ça, donc il n'y a pas de problème de changer d'image, mais c'est intéressant de voir en fait que c'est pas acceptable partout. Oui. Et puis après je faisais un peu mon malin, je dis oui, mais c'est Spartacus, c'est pas Jésus. C'est qui? Spartacus, mais là il y en a beaucoup qui sont crucifiés. C'est vrai. Mais en fait là l'idée était complètement différente, c'est vraiment la soumission à la technologie. Oui, ça un peu revient, basique comme ça idée. revient aussi beaucoup dans ton œuvre. Il y a une espèce de religion de la technologie, de soumission, idolâtrer complètement tout ce qui est technologique. C'est quelque chose qui est très très présent. Ouais, c'est d'autant plus intéressant, comme j'enseigne un jour par semaine à la Aide, qui est une école d'art à Genève. Et là, il y a une sorte de révolte des étudiants contre l'IA.
Et il y a des panneaux no IA partout. Et je trouve intéressant qu'ils se bougent aussi à ce niveau-là, parce que moi j'ai posé un peu des questions et que en fait ils sont venus dans une école d'art pour bosser avec leurs mains, pas avec un logiciel qui de plus ils nourrissent gratuitement. Oui. Parce qu'ils disent ouais c'est des instruments de multinationales, etc. Donc, et je trouve curieux que par exemple la direction ne tienne pas assez compte de ces réflexions, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment où on vous impose ça sans prévenir. Puis il y a des cours là-dessus. Après, c'est bien qu'ils soient au courant, évidemment. Oui. Il faut que ce soit beaucoup plus critique. Oui, c'est ça, d'avoir une critique et de ne pas juste idolâtrer le veau d'or de la technologie et se poser la question de l'outil versus la création. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, en tant que prof, des fois, il y a un collègue qui est plus purement technicien, puis il fallait faire un logo, mais tu dis ouais, bah, tu fais juste vite un logo avec l'IA. Mon Dieu. Et puis ils étaient hyper énervés, puis moi je me rendais même pas compte non plus. Et puis je disais, il y a 3 ans, il y avait un étudiant qui était bloqué avec un scénario, puis je dis bah, tu remets ton scénario dans l'IA. Et puis il t'aurait écrit ça, puis il m'a engueulé, quoi. Il m'a dit, Et tu redonnerais ce conseil aujourd'hui? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, ils ont plus d'acuité, un regard beaucoup plus acéré comme moi, en fait, sur avec ce truc de l'intelligence artificielle, quoi. Oui. Et Paz, je t'ai vu lever les yeux quand j'ai évoqué la religion. C'est un très gros sujet pour toi? C'est une longue histoire. Bon, j'étais obligée d'aller dans une école catholique alors que mes parents avaient déjà écarté cette voie-là. Donc j'étais à la fois confrontée à cette dualité dans laquelle je devais vivre. Et du coup, à l'école, j'étais l'antichrist. Je coupais les livres de religion au cutter. Je disais que le Christ était une merde, je sais pas quoi. Et puis en même temps, j'étais très spirituelle et je voulais devenir sœur. Oui. Parce que j'aimais bien l'idée de rentrer dans un couvent et d'être entourée des femmes, de faire que de la poterie, du potager, de l'artisanat. C'est un lieu protégé. Et puis à 14 ans, donc avec cette base-là, je découvre Saint Jean de la Croix, la poésie de Saint Jean de la Croix, qui est un poète espagnol mystique du XVIe siècle qui incarne un peu la poésie érotique dans je sais pas, à son extrême. Et j'ai été tellement frappée que en fait, c'est des mantras dans ma tête tout le temps. Ils sont tout le temps dans ma tête, ces poèmes. Et tous mes livres sont imprégnés de sa poésie, surtout celui-ci, là, Les animaux de distance, où je me suis prise un peu par une religieuse jusqu'au moment où j'enlève la soutane, l'habit. Et Saint Jean de la Croix parle beaucoup il cherche le divin, ou il cherche son amour, l'amoureux, chez les animaux, à travers tout ce qui est vivant. Et je me prends un peu par Saint Jean de la Croix souvent. Donc je suis une païenne. Je suis pas une croyante, mais une agnostique païenne. Je sais pas comment. C'est bien comme définition. J'avance un peu. C'était toujours des images sur la religion que vous m'aviez communiquées. Ça passe, c'était toi qui me l'avais envoyé. Ouais. C'est une relique qui sort. Ça avait l'air assez malaisant comme histoire pour le coup. Tout à fait. C'est une de mes. Bon, c'est une expo lors d'une expo de l'AS, donc le centre de jour dans les Ardennes belges, où ça s'appelle l'AS Grand Atelier. C'est un centre de jour pour des personnes porteuses d'un handicap mental, qui sont des grands artistes déjà insérés dans un réseau d'art contemporain et brut dans tout le monde, dans lequel les éditions Frémaux, depuis une vingtaine d'années, on fait des collaborations. On a une collection avec tous les résultats des binômes
des collaborations. Un notaire sombre n'est pas là, non, j'ai oublié à la maison, c'est pas grave. Et une expo, donc je disais, c'était une expo de l'AS avec des photographies de... j'ai oublié, Nicolas et Barbara. Bon, c'est un des binômes. Barbara est une résidente de l'AS et Nicolas, c'est un photographe. Et ils avaient photographié justement la Vierge de la... C'est pas la cloaque, c'est les égouts. Parce qu'en fait, ils ont parti en résidence en Andalousie, dans un petit village où il y a une Vierge des égouts. Donc, et ils la sortent le 8 décembre à la lumière. Il la sort des égouts pour la montrer au monde et pour que les gens puissent échanger des regards. Dieu. Il la lave. Il la lave. Je sais. Avant de la sortir. Elle n'a pas l'air trop, hyper si tu regardes, lavée, non. en fait, c'est pas elle, mais c'est j'ai pas trouvé elle. la Vierge la plus moche du monde. Oui. Mais ça aurait pu être elle. Ouais. Et quand j'ai vu cette image, j'ai découvert qu'il y avait une Vierge des égouts, là, je me suis effondrée. J'ai commencé un cycle symptomatique, quoi, parce que ça a été pour moi comme la révélation de l'immondice, on dit ça, Oui. l'immondice du patriarcat, pour qu'on ait une Vierge des égouts, quoi. C'est vraiment le comble du désastre. Voilà. Je vais avancer un peu sur vos références. Je pense que c'était un des tableaux. Donc là, celui-là, c'est le massacre des innocents, mais c'était pas celui de la Saint-Barthélemy, mais c'était aussi dans ces imaginaires un peu de bataille et de violence. Je me suis permis de le mettre en regard de la couverture de Kill Motor, où il y a aussi un peu ce sentiment de punition, de châtiment corporel. C'est Disons que moi j'ai toujours été fan de Bruegel, mais en fait ça me terrorisait, mais c'est pas la même chose que la Saint-Barthélemy, parce que c'est les hommes qui font du mal aux hommes. Tandis que là il y a presque quelque chose d'un peu fantastique. Oui, c'est vrai, c'est pas exactement le même assez imaginaire. fascinant et c'est un peu différent, je pense. Oui. Cette image, mais elle est super. Oui. J'avance un peu. Donc, dans les références que vous m'aviez évoquées, il y avait les livres. Et là, Mathias, tu nous avais partagé une anecdote sur ce livre. De Junji Ito. Spirale. Ouais. De Junji Ito. Ouais, en fait, c'est le premier livre où j'ai eu un peu un premier choc visuel dont je me souviens, parce que j'ai dû en avoir avant, mais c'était surtout télévisuel, je pense, à la télé, les chocs. Genre un peu genre Cartoon Network ou genre de chaîne où là j'ai eu des flashs de cartoon. Mais là, c'était... oui, parce que la médiathèque où j'étais, en fait, ils classaient mal les livres dans la catégorie manga. Ils mettaient tout dans les trucs pour manga. Pour eux, il y avait Dragon Ball et il y avait Junji Ito, d'autres trucs. Enfin, vraiment, ils mettaient tout au même endroit parce que dès qu'il y avait un nom japonais, ils disaient oui, c'est là, bon, voilà. Et du coup, vraiment, ils s'en foutaient, quoi. Et du coup, j'étais tombé dessus. Et comme c'était le seul manga en noir et blanc, aussi sur la couverture même du manga, ça m'a un peu interpellé. Du coup, j'ouvre et là, il y avait cette scène de l'œil que je trouvais hyper terrifiante. Et il y en a une autre qui est pas mise là, où c'est quelqu'un qui se met en spirale lui-même dans une espèce de bac en bois. Lui-même, il se met en spirale avec tout le dos cassé comme ça, horrible. Et terrifiant. Et en fait, je pensais pas que le corps humain ça pouvait être aussi horrible. Et ça m'a fait trop peur. Et ça m'a vraiment fait, quand j'étais petit, un peu une phobie de perdre mes yeux, quoi, de me dire je ne pourrais plus dessiner ou voir des choses. Vraiment, je sais pas. Ouais, je me disais avant de dormir, genre, mais imagine demain tu perds tes yeux. Et là, j'avais du mal à dormir après et tout. Voilà. Il y a un truc avec les yeux. Hein. Buñuel aussi, quand j'ai vu l'image, le chien andalou là. Ouah. Ouais, pareil, cette image-là, elle m'avait aussi hyper marqué. Et ouais, vraiment. Ouais, tous les trucs avec les yeux, moi, c'est un truc qui à la fois me terrifie. Et maintenant, je relis des mangas, mais volontairement, des fois d'auteurs de mangas un peu trash, genre Maruo ou des trucs comme ça. Où là, c'est vraiment hyper horrible, mais c'est volontaire que ça soit vraiment genre hyper trash. Tout. Il y a même des scènes un peu de fétichistes des yeux, où il lèche des yeux, des trucs vraiment super trash. Et là, cette fois-ci, un peu ce truc dérangeant, mais cette fois-ci un peu volontaire, de volontairement se provoquer ce malaise-là, bis, mais un peu plus tard. Et là, on a un peu le recul de se dire, bon, là, c'est fait exprès que ça aille vraiment beaucoup trop loin. C'est un truc, en plus, tellement imaginaire. Enfin, c'est aussi un truc vraiment
C'est un imaginaire dégueulasse, un peu dans Marot. Enfin, c'est un truc un peu issu de la Deuxième Guerre, bien horrible. C'est un espèce de rebut de Deuxième Guerre, quoi. Donc il y a un truc un peu trash. Alors que là, il y a un peu un truc poétique. En fait, Junji Ito, il y a des moments où il se passe pas grand-chose et des moments où là, tout d'un coup, il y a cette image-là hyper forte. Et c'est encore pire, je crois, parce qu'il y a ce truc-là de calme et tout d'un coup, il y a cette image trop forte. Voilà. Et est-ce que de reconsulter un peu des mangas, c'est un peu une façon pour toi de reprendre du contrôle sur cette image qui t'a un peu marqué et d'aujourd'hui le refaire, mais plus en maîtrise? Les livres, ce qui est bien, c'est que il y a un peu un truc de maîtrise. Après, c'était, je sais pas, moi, je pense que c'était une génération. Enfin, je sais pas, moi, dans mes potes au collège ou au lycée, on était un peu la génération. On a l'impression d'avoir eu des films d'horreur ultra tôt ou des trucs vraiment très très trash sur Internet, mais trop tôt, sans trigger, enfin vraiment des trucs super vraiment trash. Et du coup, je sais pas, il y a ce truc-là où la BD, pour le coup, il y avait un truc un peu plus doux quand même. Même si cette image, elle m'a beaucoup marqué, en fait, après, je suis retourné vers la BD parce que justement, je trouvais ça plus calme par rapport au film ou aux images trouvées sur Internet. Ça, c'était le plus violent, où on pouvait en un clic trouver des trucs vraiment super horribles. Oui. Après, il y avait déjà ça aux infos, des images horribles qui pop. Donc, en fait, c'est un système de consommation d'images. C'est juste que là, la BD, il y a un côté où on maîtrise un peu la lecture, la vitesse du truc. Et en même temps, on peut reposer le livre, on peut... Ouais, je sais pas, il y a un peu un truc de contrôle avec l'objet... Si on a envie de le relire, on peut l'abîmer, le mettre dans notre sac. Enfin, il y a un truc un peu plus de contrôler ce qu'on voit et comment on perçoit l'objet. On est plus acteur, on subit moins. Ouais, c'est alors qu'un film, on est au cinéma, on est coincé, quoi. Enfin, il y a le truc, on a payé une autre séance, on est dans le ciné. Si le film nous marque trop, on doit sortir. Après, les gens, ils vont dire, pourquoi t'es sorti? C'est bizarre. Ouais, voilà, c'est angoissant, quoi. Ça, c'est un peu moins. Ouais. Voilà. Dans les livres évoqués, ça c'était toi, Helge, qui m'avait parlé de l'école emportée, c'est ça. Et du coup, on retrouve un peu cette matière organique. Donc, je me suis permis de mettre une image d'un de tes livres, justement, avec cette matière organique qui par expansion, colonise, recouvre tout. Est-ce que ces livres t'ont marqué Non, ça, en fait, j'ai découvert ça seulement il y a 10 ans. Ah donc, oui. Pourtant, ça date des années 70. Mais ce qui m'avait vraiment surpris, plus que le graphisme, c'était vraiment... en fait, ça s'adresse à des enfants au Japon. Oui. Nous aussi avec Junji Ito, mal classé, mais voilà, c'était une histoire hyper violente avec des enfants qui se font massacrer. Oui, j'ai regardé un peu du coup pour préparer la présentation, je me suis dit non pas cette image, non pas cette image. Et puis c'était un ami qui m'avait parlé de ça, qui est fan de manga, puis comme moi j'ai pas vraiment été élevé par le manga, et là je me rattrape beaucoup, je lis énormément de manga aussi. En tant qu'enseignant aussi, c'est bien d'être un peu au courant de ce qui se passe au manga. Voilà, il y a plein de trucs super intéressants. Puis bon, là, ça c'est un vieux truc, mais je trouve vraiment fascinant aussi, quoi. Mais tu disais que ça s'adresse aux enfants japonais. Là, on est sur la question de la culture d'un pays va définir la manière dont on trouve le malaise à différents endroits. Ouais, tout à fait. Ça, moi, je connais pas du tout le Japon. J'ai jamais été, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de censure par rapport à ce dont il parle. Et ouais. Ou une capacité à parler très tôt de la violence, en tout cas, et de la montrer surtout. Ouais, de la montrer, quoi. Dans les choses que vous aviez évoquées, il y avait aussi les dessins animés. Donc ça, c'était revenu un petit peu dans ce que vous aviez raconté. Mathias en avait pas mal parlé. Tu disais que tu avais eu des moments où tu étais très happé par justement la vidéo. Tu parlais tout à l'heure, le livre, c'est quelque chose qu'on peut poser. Et là, tu disais que tu pouvais être hypnotisé des heures devant des cartoons. Ouais, il y avait la meilleure émission du monde, Sa Cartoon, sur Canal+. À l'époque, quand c'était pas Canal+, Bolloré avant. Et il y avait... ça, c'était trop bien parce qu'il passait des vieux Tex Avery, des trucs vraiment très qualitatifs. Et sur Arte aussi, il y avait aussi un moment où il passait des vieux cartoons et tout. Mais après, moi, c'était surtout chez mes cousins où ils avaient des trucs en boucle, Cartoon Network et les chaînes du satellite et tout. Ouais. Et là, je pouvais passer des journées entières à pas regarder, enfin, pas aller dehors, quoi. Genre, il faisait super beau, mais non, c'est mort, on va regarder des cartoons toute la journée.
et boire des candy up et tout. Et en fait, il y avait un truc très hypnotique et surtout, mais un peu inquiétant aussi parce que il y avait un peu des. Moi, c'était surtout les décors de cartoon que je trouvais un peu glauques en fait, parce qu'il y a des déformations de perspectives un peu étranges ou des jeux de. Comme c'est des grands. En fait, c'est un peu des gens qui sont des super grands stylistes un peu du dessin en fait qui font les décors. Il y a des fois les couleurs qui sont en décalé par rapport aux traits. Enfin, il y a des jeux en fait graphiques qui se rapprochent presque de l'art contemporain, enfin de l'art moderne ou des trucs très ou de l'art surréaliste. Et en fait, du coup, il y a un truc vraiment inquiétant. Et après, quand on revoit des tableaux, par exemple, de l'époque surréaliste, juste après en expo, on se dit, ben oui, en fait, c'est clairement le truc qu'ils ont réutilisé pour les cartoons et pour. Donc en fait, il y a des grilles de lecture en fait qui se retrouvent dans même le scénario. Il est complètement inspiré. Tex Ravis a du surréalisme, quoi. C'est genre complètement. Du coup, il y a des codes qui reviennent après dans l'art, quoi, et qui après moi m'aident qui m'ont fait dire que ouais, c'est valide en fait les cartoons comme art, alors que à force de garder les cartoons, quand j'étais petit, on disait non mais ça c'est pas un truc, c'est des cartoons, c'est chiant quoi, c'est pas un truc valable, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas un truc, ouais voilà, c'est pas un truc, une œuvre d'art au même titre que un tableau, un film quoi. Alors qu'en fait si, c'est incroyable toute l'énergie, toutes les références qu'il y a dedans, c'est fou en fait comment c'est utilisé et tout. Enfin, voilà. Tu avais pas vu le dessin animé, la collaboration entre Disney et Dali? C'est un court-métrage de 10 minutes, je crois, 15 minutes. Oui. Donc, Il n'est pas fini en plus, ouais. Non, ouais, je crois qu'il n'est pas fini, non. Enfin, il a été refait pour l'expo Disney à Paris, mais en fait, ils l'ont un peu haché parce qu'il y a des moments, enfin, c'est pas fluide les images, il tient pas il y a des tout trucs. à fait. Ouais, ils ont essayé un truc. Non, c'est juste l'art qui rejoint l'art populaire, en fait. Ouais, complètement. Mais c'était déjà là en vrai. Enfin, Tex Avery, c'est déjà ça. Enfin, Mais pour moi, c'était vraiment voulu. Oh si, ouais, je pense. Ouais. C'était des méga érudits, sauf qu'ils sont aux États-Unis, ils étaient obligés d'avoir enfin, ils bossaient avec des studios et des trucs. Ils devaient être plus rusés pour mettre ces références-là, mais pour moi, c'est tout. C'est juste ça. Juste qu'il y avait plus de contraintes, mais en fait, dans les détails, il y a trop de choses qui se passent. Enfin, c'est trop intéressant. J'avance un peu parce qu'on a plein d'autres questions. Il y a encore des références d'ailleurs. Là, c'était la foire et les parcs d'attractions. Donc, non. Là, on avait, Paz, tu nous avais évoqué une visite dans une foire où justement ça t'avait un peu mis mal à l'aise. Oui, c'est un des souvenirs qui évoque le malaise, vraiment, qui parfois me réveille encore la nuit. J'avais 6-7 ans, ma grande sœur me dit « Ah, je vais t'amener à la foire, super !» Et avec tout l'enthousiasme que ça représente, j'arrive à la foire et un des premiers stands, il fallait grimper sur une passerelle et puis on entourait une espèce de fosse. Et au fond de la fosse, il y avait une boîte en verre, une vitrine. Et là-dedans, il y avait une poupée assez grande et une femme qui mettait sa tête comme ça devant dessus la poupée, et c'était l'attraction, c'était la femme la plus petite du monde. Donc ce contraste entre réalité et fiction, évidemment, et fraude surtout, parce que c'était vraiment l'arnaque. Même une enfant de 6 ans pouvait voir que c'était un montage. Ça m'a vraiment choquée, quoi, quand j'ai pensé, mais c'est quoi la vie des feriantes, hein, des gens qui travaillent dans la foire, c'est quoi l'office, c'est quoi la profession Oui, c'est quoi la profession? Les forains. Les forains, voilà, les forains. C'est quoi la vie des forains, quoi, se clouer la tête comme ça pendant 12 heures au-dessus d'une poupée, et ça m'a... J'ai dit à ma sœur, non, on rentre là. J'ai plus jamais mis les pieds dans une foire après, quoi. Ça m'a coupé le souffle. Ouais. Ouais, c'est un malaise social plus qu'esthétique. Ouais. Parce que... Les deux. Ouais. C'est pas tout à fait elle, hein, mais ça fait penser oui, un j'ai peu pris une image d'illustration. Mathias, tu l'as évoqué un peu plus tôt. Pareil, j'ai pris des images d'illustration des parcs désaffectés, des parcs d'attractions qui sont laissés à l'abandon. Là, celui-là, il vient d'où d'ailleurs? Parce que je connais pas celui-là. Mais... Aucune idée, je t'avoue. T'as une collection, c'est ça? Si ça t'intéresse, je le rechercherai. Celui-là, je l'ai pas. Il est bien pour toi. Ouais, ça va, c'est marrant. En tout cas, c'est complètement le sujet de Cloquy. C'est vraiment la base de l'histoire de Cloquy. C'est ça, c'est le parc d'attractions désaffecté et tout ce que ça convoque
de malaise, d'imaginaire déçu, comme disait Paz, d'enthousiasme primordial qui est forcément sapé par un certain nombre de détails, dont la condition de travail, par exemple. Ouais, complètement. Qu'est-ce que je peux dire dessus Là, je sais pas quoi dire. Non, je sais pas quoi dire. Je passe si tu sais pas quoi dire, il y a encore plein de choses. Peut-être sur un autre exemple. Là, j'avais continué un peu sur les icônes un peu en carton-pâte. T'évoquais le fait que le carton-pâte, du moment où on a compris la supercherie, où on est passé de l'autre côté, on a un peu perdu un bout d'enfance. T'avais un peu évoqué ça quand on avait échangé pour préparer la rencontre. Oui, bien sûr. Et je trouve que ça se retrouve beaucoup aussi dans Cloquis, cette confrontation un peu... Dans ce chapitre-là particulièrement, en fait, du livre, parce qu'il y a aussi ce truc où là, c'est un père qui emmène sa fille dans un parc. Du coup, c'est le parc Cloquisland, du coup, le parc qui est de Cloquis. Et en fait, le père lui-même a été dans ce parc-là. Donc là, c'est la transmission en fait d'un truc, c'est que le père a été dans ce parc-là plus petit, il en a un souvenir hyper amusé. Sauf que c'était le moment où le parc était au top de la forme. Du coup, pour lui, c'était un truc, c'est un souvenir incroyable et impérissable. Et toute sa vie, il aura ce souvenir trop beau, vraiment super. Et en fait, il emmène sa fille. Du coup, il a rendu un peu sa fille fan de Cloquis parce que en fait, il lui a passé des objets, il lui a transmis des livres, des choses comme ça. Il lui a montré des cartoons. Donc du coup, il y a cette transmission. Il en a une vision idéalisée. Il l'emmène au parc. Sauf que le parc, depuis, en fait, est dans le déclin. Du coup, il y a ce truc-là où les trucs marchent moins bien. Il n'y a pas de file d'attente. Il n'y a personne dans le parc. Donc, du coup, le fait de ne pas avoir d'animation, rien que ça, de ne plus avoir l'ambiance sonore, c'est juste terrifiant. Un parc avec sans ambiance sonore, c'est la pire chose. Et en fait, toute la journée se passe pas bien. En fait, il y a juste des moments un peu de pic en fait dans le parc où il y a des choses qui se passent pas bien. Et lui, il veut que ça marche, donc du coup, il insiste un peu pour que ça se passe bien. Mais comme n'importe quel client lambda d'un parc, en disant on prend de la photo avec ce machin, on va manger un burger là, on fait ça, on va faire telle attraction. Et sauf qu'au fur et à mesure, la petite fille, elle a plus trop envie de jouer le jeu, mais elle est un peu là. Ils ont payé l'entrée, donc ils ont pas trop le choix. Et en fait, elle est là, et en fait, au fur et à mesure, elle s'aperçoit de choses en fait qui vont pas dans ce parc, à travers ça. Et en fait, c'était aussi ouais, voilà, c'est un peu la fin de l'enfance pour moi. Enfin, moi, c'était un peu ça, un peu dans les parcs où je voyais la fin quand on voit un peu la supercherie du truc, en fait, quand on voit on sait qu'avant que on se doute qu'il y a un loup en fait dès le début, dès qu'on est petit, mais on sait pas se dire c'est quoi, mais on sait qu'il y a un problème, quoi. Mais juste on le vit parce qu'on est dans le parc, on est content, il y a des attractions, on fait des choses. Je sais pas, on est petit, on est hyper actif et tout. Et là, tout d'un coup, en fait, on s'aperçoit que c'est du carton-pâte. On se met à voir des petits détails dedans, les portes qui sont cachées dans les attractions. Tel employé, il fait la gueule parce qu'on voit qu'en fait, il a peut-être sans doute passé une mauvaise journée, ou que tout d'un coup, il y a une discussion qui nous ramène le fait que le monde, il est extérieur aussi. C'est pas que dans l'île utopique du parc, ouais. Donc il y a un truc un peu. Du coup, ça nous casse un peu l'ambiance. Et ouais, voilà, et moi, c'est cette fin-là un peu que je voulais mettre là, mais c'est plus général, c'est pour plein d'autres choses. C'est la fin des illusions aussi sur politique, sur le capitalisme, sur plein de choses. C'est aussi ça, c'est est-ce qu'on joue le jeu ou pas du parc, quoi. Mais c'est un peu est-ce qu'on joue le jeu du capitalisme ou pas, c'est ça la question, même si là c'est dit de manière raccourcie, mais c'est un peu ça, quoi, en fait. Voilà. Et à quoi ça sert, à quoi ça rime de le faire, est-ce que ça nous apporte vraiment de la joie, ou peut-être d'autres émotions, à ce moment-là, ça a travaillé, c'est d'autres émotions, c'est juste autre chose, quoi. Peut-être qu'on est un peu prisonnier aussi, on a payé, on est dans le parc et il faut en profiter. Ouais. Et en même temps, il y a des moments qui sont bien aussi, donc on se dit, c'est un peu la vie en fait, on se dit, il y a des moments qui sont quand même bien, donc franchement c'est chouette aussi. Donc juste, il y a des moments aussi un peu pénibles, bizarres, malaisants, enfin ça fait partie de la vie, c'est une expérience, donc il y a un truc... Enfin moi je crois vraiment à ce que tu disais, pas sur le malaise, c'est un truc aussi inhérent à l'existence, pour moi c'est un vrai... Enfin c'est dans mon quotidien aussi, ce truc-là de malaise ou d'angoisse, c'est un truc mais qui est très... Enfin, c'est une émotion comme une autre, quoi. C'est pas un truc qui est à bannir, à balayer, c'est là, quoi, en fait. Mais c'est comme ça. Du coup, je vais essayer de l'apprivoiser aussi, quoi. Je sais pas. C'est du bon compost pour faire. Oui, vraiment. Du Enfin, bon vraiment. compost. Ouais. Ouais, tu parlais des portes dérobées dans un parc d'attractions, mais j'avais lu, c'est un truc un peu complotiste, mais à Disneyland, à Los Angeles, il y a une porte dérobée et il y a un club de toutes les débauches. Ça s'appelle le Club 33. C'est aussi. Ah oui. Je pense que vous connaissez peut-être, mais je trouverais ça intéressant, ces lieux secrets qui existent ou pas.
Club 33. Ouais, non, c'est un truc de fou. Ouais, mais même à Disney, il y a un sous-sol entier. En fait, tout le parc, il y a un sous-sol. Mais ça, c'est vrai, par contre, c'est pas une série de complot. C'est que le parc, il y a toutes les allées qui sont en souterrain pour pouvoir aller plus vite d'un truc à l'autre, pour que les mascottes, elles passent pas en fait par des endroits et qu'elles puissent popper d'un endroit à l'autre sans que les clients les voient. Et ça, c'est un vrai truc, par contre. C'est le parc entier, c'est ça. On peut le même visiter. Il y a même, je crois, des reportages M6 et tout, genre des trucs. C'est véridique, quoi. Vraie news. Je continue sur les images d'illustration, mais ça, c'est aussi des images que tu nous avais fournies sur la documentation que tu peux utiliser là, pour créer les éléments dans Clocky. Et justement de ce décalage avec des personnages qui sont censés être joyeux et qui font un peu contre-emploi. Pour le dire gentiment. Ouais, bah c'est un peu l'esthétique. Après, c'est un peu en France, il y a un peu un truc spécifique. Là, dans Clocky, je l'ai pas trop utilisé, mais je trouve qu'on a une spécificité en France, c'est les parcs un peu genre les parcs éducatifs. Parce que pour créer des parcs en France, fallait qu'il y ait un truc, une plus-value éducative, sinon c'était pas financé. Donc du coup, il y a souvent des parcs où ils trouvent des concepts ultra bizarres et des fois qui marchent pas parce que justement, faut qu'ils soient approuvés par des instances un peu cultivées, quoi. Faut que ça soit mi-intello. Alors qu'en fait, le parc, ça doit être justement un peu. Enfin, s'il faut que ça marche, il faut que ça soit un truc avec des références à des personnages. Il y a de l'humour et tout, mais il y a un côté un peu brain rot, quoi, un peu genre débile, quoi. Et là, dans Clocky, j'avais une esthétique, j'ai poussé le côté débile, puissance 10 000, un peu. Et là, par exemple, voilà, c'est plus ce truc à l'américain. Donc Clocky est plus inspiré des parcs américains, mine de rien, que des parcs français. Il y a quelques trucs. Mais il y a un chapitre où je fais des attractions trop éducatives qui sont chiantes. Bah là, c'est clairement ça parle des parcs français, parce qu'il y a grave ce truc-là des fois où vraiment je comprends pas. Enfin, c'est bien d'être éducatif dans des parcs, mais bon, c'est un peu chier. Et voilà. Mais là, c'était pour pousser le curseur de cette esthétique-là, de l'amusement, du fun. Enfin, c'est tout un business quoi aussi de cette esthétique-là. Donc, il y a des artisans de couvercles de poubelle, quoi. C'est super. Enfin, elles sont belles, quoi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas quoi. J'aime beaucoup. Ça fait un peu peur quand même. Du coup, magnifique transition. Je passe sur la question suivante. On a commencé à l'évoquer un peu, mais est-ce que comment vous abordez-vous le malaise dans vos œuvres ? Est-ce que c'est vraiment un effet recherché ? Est-ce que c'est un outil narratif ou alors c'est quelque chose qui vous échappe complètement ? Je pense que vous avez commencé à apporter des éléments de réponse là-dessus. Je remets des images si vous avez envie de développer un peu. Moi, en tout cas, je sais que j'ai essayé beaucoup de fois de faire des livres jeunesse, ou des images, rien que pas de livres, mais des illustrations pour enfants, et à chaque fois, ça fait peur. Tout ce que j'ai fait peur. Ah oui. Et pour ma fille aussi. Ouais. Du coup, moi, je crois que c'est involontaire, en fait. C'est juste que le trop-plein, je sais pas, c'est un rapport à la vie, je sais pas, une manière d'être dans le monde. En tout cas, où... Je ne sais pas quelque chose que je décide, mais ça vient à être une partie de mes livres. Pas que. J'essaye aussi de contrebalancer un petit peu quand même, de mettre un peu de lumière. C'est pas quelque chose que tu conscientises quand tu es en train de créer, c'est un peu quand tu regardes à la fin, tu te dis ah oui, ça. Mes images référentes, si tu regardes mes docs, tout ce que j'accumule, toutes les images que j'accumule, la plupart sont très glauques. Ou alors animalière. Donc c'est un registre qui m'attire et puis c'est pas voilà. C'est quelque chose dans lequel tu aimes t'exprimer, où tu ressens le besoin de t'exprimer. Ouais, mais je suis pas dark. Hein. Je suis pas que dark. Non, parce que là on le voit, il y a quand même beaucoup de. Il y a des animaux. Oui. Ouais. Ouais. Là, j'ai mis une illustration de Elgué. Pareil, est-ce que... Donc, tu disais tout à l'heure, c'était pour toi une non-question, le malaise. Est-ce que, quand tu crées ce genre d'image, est-ce qu'il y a une volonté de créer du malaise ou c'est quelque chose Mais là, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, pardon. Si. Ah. En fait, faut pas faire des blagues comme ça. Non, parce que ce qui est terrifiant, c'est ces personnages jaunes. Et ça, c'était mon collègue, parce qu'on avait un collectif qui s'appelait Elvis Studio.
Puis Oui. on dessinait à 4 mains, 2 mains, je ne sais jamais. Enfin, il y a des mains qui dessinent en tout cas. Ouais. À 2 personnes, ça Et putain. là, c'est Xavier Rebelle qui l'a fait, aussi la voiture toute tordue. Et puis moi, j'ai juste fait les décors, les chalets. Ah bah, Je suis un du grand coup, fan de chalets. Peut-être c'est oui. aussi un truc de Lynch aussi, parce qu'il y a la cabane en J'ai- bois, mais bon, dans ma région, il y en a pas mal quand même, des chalets, puis j'aime bien. Et puis après, il y a aussi, ça vient de l'enfance, construction de maquettes de train, et il y a toujours des chalets aussi. Donc, ça m'a marqué. Mais puis c'était quoi la question? Même si tu te défausses sur Xavier Rebelle pour les personnages, ce Oui. type de personnage, on Oui, en oui. trouve quand même beaucoup dans ton, Oui. dans ton œuvre. Oui, on s'est Avec inspiré. des choses très saillantes, pointues, des couteaux, des personnages dont on ne sait pas bien s'ils sont humains, humanoïdes, extraterrestres, animaux. Oui, tout à fait. On s'est beaucoup inspiré. Et puis, c'est ça qui est assez intéressant de bosser à deux, parce que ça enrichit vraiment l'univers. Et là, ça fonctionnait. Ça fonctionne pas toujours. Mais Et là, du j'ai coup, fait le décor. Ça m'inspire une autre question. Du coup, quand on travaille à 2 comme ça et que justement il y a des images qui ont une charge visuelle hyper forte, comment on intervient avec le travail de l'autre et comment on... Est-ce que toi, par exemple, de recevoir ces personnages, ça génère du malaise chez toi ou est-ce que... Non, je suis hyper content. Non, c'est hyper fun à faire. Et non, je suis pas de malaise, en fait. Donc toi, vraiment, c'est une non-question. Et Non, mais parce qu'en fait, quand on bossait, c'est toujours, si c'est un peu débile, c'est bien, quoi. Donc, en fait, toujours aller dans les choses complètement dark, en fait, ça nous tire juste vers le bas. Donc il faut toujours qu'il y ait un truc un peu idiot qui arrive. Puis après, c'est on est un hyper équilibre content. en fait entre le plaisir de faire, la Ouais. légèreté, le fun Ouais. et l'image qui en résulte. En fait, la phrase qui revenait, est-ce que c'est assez con, quoi. Oui. C'est une bonne question, je pense. Et puis comme ça, on rebalançait le truc. D'où la voiture. Et puis voilà, moi j'aime bien aussi utiliser des couleurs hyper pop, Ouais. carrément sorties du tube, quoi, avec peut-être un peu des altérations avec du blanc ou du noir. Mais j'aime bien le contrepoint de la couleur hyper flashy, en fait. Oui, Parce que si je faisais encore des tons cassés, je pense que ça serait vraiment assez lourd pour le sujet en plus, quoi. Et Mathias, même question. Est-ce que toi, c'est vraiment une démarche ou est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est vraiment l'aboutissement à la fin qui crée un malaise Après, c'est aussi des envies contrariées un peu qui forcent ces images à être déformées. C'est qu'en fait, je sais jamais si je veux faire. À chaque fois, j'hésite entre faire un projet de BD publié ou un fanzine. Donc il y a beaucoup de fois où je sais pas quoi choisir en fait entre les deux. Du coup, j'insère des images volontairement qui seraient plus de l'ordre du fanzine, par exemple, avec des choses déformées ou plus gratuites au niveau ou purement esthétique aussi dedans, parce que j'ai des frustrations des fois quand je dois tenir un scénario ou une histoire. J'ai besoin de choses un peu libres vraiment à des moments, et j'aime bien casser ce rythme en fait. Je crois que le malaise dans Clocky, il est pas très, enfin pour moi il est pas élevé du tout, mais c'est surtout qu'il est genre dans le rythme un peu, des moments où il y a des cases un peu plus classiques et d'autres où tout d'un coup il y a un truc qui se rapproche plus du fanzine ou de choses un peu ouais, de l'ordre je sais pas, des fois il y a des dessins d'urbex, des trucs un peu voilà en plein milieu en fait dans le récit. Pendant que le récit continue, du coup il y a plein de de micro-références dedans en fait, que je mets dedans et d'imagerie qui se bousculent, mais en fait c'est ce qui se passe aussi dans les parcs, donc c'est le principe de mélanger je sais pas, l'univers des cow-boys, de Spirou et de l'Autriche, quoi, je sais pas. Imaginons. En fait, c'est ce qui se passe déjà dans un parc. Donc en fait, je voulais aussi que ça soit dans le visuel des planches et qu'il y ait des planches à la fois qui soient plus classiques et d'autres tout d'un coup qui coupent complètement le truc. Et du coup, je dirais que c'est pas peut-être le processus, c'est plus, c'est dedans, mais j'y pense pas comme ça. Enfin, le mot malaise, je n'y ai jamais pensé en faisant la BD en fait. J'ai jamais pensé en seule fois au mot malaise en fait. C'est plus que après oui, il est clairement là et c'est un truc, mais moi par contre, je me le suis pas dit du tout à la base quand je faisais les tu planches. t'es pas dit je vais faire un truc pour générer du malaise au lecteur quoi. Mon imaginaire il est dedans. En fait, mon imaginaire est tellement déjà dedans qu'en fait pour moi ça c'est mon imaginaire. Du coup j'ai pas un truc de malaise. Enfin je sais pas comment dire. Oui, pour toi c'est ta zone. C'est mon imaginaire est comme ça. Il y a des trucs Ouais. à la fois qu'on peut trouver un peu hanté ou machin, mais d'autres qui sont beaucoup plus classiques. En fait c'est déjà comme ça. Donc du coup j'ai un truc où ça fait partie du truc quoi. C'est un tout. Donc du coup je vois pas ça. Je mets pas ça en séparé de choses positives, négatives. Voilà.
Je sais pas comment le formuler. Non, mais c'est bien. Voilà. Mais on le voyait dans les exemples qu'on a vus de vos travaux, Helge et Mathias. Vous aimez aussi beaucoup que ça dégouline, que ça suinte, que ça soit assez moite. Et c'est un peu le cas dans ton travail aussi, Paz, mais moins quand même. Chez vous, la coulure, la dégoulinade, elle peut créer du malaise parce qu'on a tout de suite un sentiment de sensation qui arrive, de toucher ou d'odeur même, qui peuvent aller avec ces dégoulinures. Donc ça, c'est intentionnel de rajouter, de surrajouter parfois même des larmes, des sudations, des choses qui fondent. Un peu comme Mathias, en fait, j'aimais bien Tex Avery aussi. Il y a une trentaine d'années, j'essayais de tous les regarder. Et puis évidemment, il y a tout le temps des transpirations, donc il y a un peu des codes de bande dessinée, puis on les exagère, on en met encore plus, parce que justement, ça, un truc un peu idiot aussi, qui nous plaît. Et puis mes références, moi je viens aussi beaucoup du... Enfin ça se ressent pas trop peut-être dans cet ouvrage-là, mais dans mes codes graphiques, il y a aussi pas mal du manga aussi dedans quand même. Donc du coup, par exemple, les expressions, les émotions dans les mangas, elles sont exacerbées, mais à outrance puissance 10. Il y a déjà ce truc-là, et c'est hyper normalisé d'avoir la goutte de sueur quand on a une petite gêne. Par exemple, ce genre de petits détails, maintenant on peut le revoir dans plein de BD actuels, mais parce que on est partie de la génération aussi manga qui a rajouté ce truc-là en fait dans les BD au fur et à mesure, même si c'est des BD qui sont pas directement du tout... des mangas, mais ça s'en inspire. Et du coup, il y a des trucs, des codes. En fait, on voit des codes d'expression de stress, de trucs. C'est les espèces de nerfs comme ça qu'on voit, des trucs. Enfin, c'est des codes de cette BD-là, en fait, qui repopent dedans. Mais il y a ce truc-là d'émotions exacerbées, volontairement outrancières, déjà de base. Donc même si on fait des personnages qui dégoulinent, en fait, rien que d'avoir la goutte de sueur, et pour une toute petite gêne dans la vie, dans un manga, c'est déjà beaucoup trop. Enfin, le curseur, il est déjà beaucoup trop haut. Donc même des gens qui dégoulinent, en fait, finalement, c'est pas plus haut que ça, je trouve. Enfin, je sais pas, parce que... tout est déjà exacerbé à fond, donc en fait, autant y aller à 4000, quoi, parce que sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait repousser un peu le truc, quoi. Enfin, après, faudrait aller jusqu'où, en fait, c'est ça le truc. Enfin, c'est déjà, ouais, voilà. Et c'est un peu une question qui revenait, c'est est-ce qu'on se désensibilise pas un peu au malaise au bout d'un moment? Est-ce qu'on n'a pas envie de pousser toujours un peu plus pour ressentir le malaise? Est-ce qu'on n'en rajoute pas? Justement, tu disais, on est passé de la petite goutte au personnage qui dégouline. Jusqu'où on va quand on est comme ça créateur d'images? À force de transpirer, mes personnages sont devenus des flaques. Comment ça s'appelle la masse verte là des blobs. Ouais, le blob, mais avant ça s'appelait autre chose, mais les slimes. Le slime, oui. Oui. Et ça existe encore? C'est toxique. Non. Enfin voilà, moi j'appelle ça des bonhommes slime, c'est à force de transpirer, quoi. En Espagne, il y avait des boîtes en plastique avec du slime et des yeux sanguinolents à l'intérieur, ou des verres. Je l'ai pas eu, mais il y a aussi avec des vers de terre en plastique. Vachement bien. On avait tendance à l'avaler parce que ça sent bon. Ouais, ça sentait un peu le féculent, ou je sais pas quoi, bizarre. Tout à l'heure, on parlait de l'image de Twin Peaks, et c'est à cette image-là qu'on faisait référence, des personnages un peu prostrés dans le salon, qui attendent et on ne sait pas quoi. Là, en revoyant l'image, plus que Twin Peaks, je vais penser au film de Lynch, Blue Velvet. Et puis à un moment, il est planqué dans le placard, et puis un mec mort, debout. Et c'est peut-être pas vraiment ça, mais en fait, je me suis dit, tiens, il y a un lien là. Et puis pendant toute l'histoire, le personnage de gauche, il bouge pas. Sur les 32 pages. Il y a juste lui qui bouge. Et puis, je crois que l'histoire, c'est vraiment de l'agoraphobie, en fait. C'est comme si c'était les parents qui envoient le petit bonhomme blanc qui serait l'enfant pour aller chercher des clopes. Pour faire des courses, ouais. Eux, ils sortent jamais. Oui, il y a quelque chose de très mais c'est jamais bien expliqué, parce que ça m'intéresse pas de donner les raisons. Parce que dès qu'on donne des raisons, ça tombe à pas. C'est comme expliquer un gars. Ouais, mais tout à l'heure, vers 18h30, Tanguy Jossic va vous donner toutes les raisons de toute ton œuvre. Mais quand on en parlait tout à l'heure avec Henri, et
je lui disais que quand je lis tes livres, je suis contente de lire ton livre et à la fin, je le finis. Et je ne sais pas exactement ce que j'ai lu, mais j'aime bien ce sentiment de me dire que j'ai peut-être compris ou pas compris des trucs. Et je reste avec un sentiment justement un peu de malaise, de me dire, je ne sais pas ce que j'ai lu, mais j'ai envie de le relire et j'ai bien aimé cette expérience. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient de provoquer chez tes lecteurs ou pas du tout ? En fait, tout est improvisé. Par exemple, à l'école d'art, on leur apprend à écrire un scénario, il faut taper à la machine, enfin, ou à l'ordinateur, etc. Puis après, 6 mois plus tard, il faut adapter ça. Mais moi, je trouve que ça marche pas du tout. Parce que moi, je dessine dans un petit carnet, chaque case à 1 centimètre de haut. Oui, et j'écris d'une traite et je change rien. Pratiquement juste un truc de logique, de mécanique du récit qui fonctionne pas. Et c'était quoi la question ? Est-ce que tu étais conscient un peu justement du malaise que pouvaient avoir tes lecteurs Bon, en fait, ce qui est assez marrant, moi j'ai la chance d'avoir mon éditeur à Trabil, donc Daniel Pellegrino, et en fait, il n'aime pas mes scénarios. Il me dit, ouais, t'as lu ? Je dis, non, pas besoin. Okay. Donc il le fait, je crois pas pour tous, mais c'est carte blanche quoi, en fait. Il me fait jamais corriger. De toute façon, il dit je comprends rien. Puis, mais j'aime bien quoi. Donc, je suis pas toute seule, alors j'ai pas tout compris, mais j'aime bien. Même l'éditeur, ouais, mais c'est un truc que je dois pas trop dire parce que. C'est le même cas pour moi. Ouais, ok, tant mieux. À peu près. Ton éditeur non plus, il relit pas. Si, mais quand la chose est déjà bien finie, et puis bon, c'est un peu mon consultant de première ligne, mais c'est plus co-production que ça il faut pas faire. Non, c'est juste parce qu'il a du plaisir à le faire et moi je lui laisse rentrer aussi, mais ouais, c'est plutôt carte blanche, oui. Mais il n'est pas obligé de tout comprendre pour l'éditer. Non. Oui, on avait évoqué aussi les scénarios qu'on peut nous proposer. Et qui mettent mal à l'aise. Non, mais qu'on n'arrive pas à faire parce que c'est pas du tout notre univers. Je crois qu'on en avait parlé. Et des fois, les personnes qui écrivent, ils comprennent pas forcément ce qu'on a vraiment envie de faire. Quoi. Donc, ils comprennent pas forcément l'univers dans lequel on est. Il nous reste plus beaucoup de temps et je crois qu'il nous reste beaucoup d'images. Ouais, il nous reste beaucoup d'images, mais c'est pas grave parce qu'on a un peu évoqué toutes les thématiques qu'on avait vues ensemble, donc pas de souci. J'avais une petite question là un peu sur le processus créatif. Donc tu as un peu répondu, Elgué, c'est pour ça que je fais la transition sur comment on démarre un projet, c'est quoi qui arrive en premier ? Est-ce que c'est une idée, une envie, un rythme, une image, un besoin, un travail thérapeutique ? Enfin, c'est quoi pour vous le déclencheur d'un projet D'ailleurs, là, on a une image de Paz à l'écran, donc un oiseau mort avec un doigt qui rentre dedans. C'est assez gênant. Est-ce que c'est pour vérifier s'il y a déjà des vers ou pas ? Ça pourrait ressembler à une image forte qui t'a marqué et que tu as besoin de mettre dans un livre et qui est peut-être le déclencheur d'une histoire, mais c'est peut-être pas le cas. Je ne sais pas d'où elle vient cette image, mais en tout cas, dans l'élaboration, c'est vrai que j'ai eu envie d'évoquer la mort. Donc, c'est cette chute de cet oiseau, juste au moment où elle se met horizontale, un peu en asana, donc la position de relax après le yoga. Là. En même temps, c'est très contemplatif quand on est couché sous les arbres. Donc cet oiseau arrive à un moment de plénitude quelque part et de silence. Et je ne sais pas où elle est venue, mais c'est sûr que les chutes et la mort, ils sont dans mon imaginaire familial. Et je sais pas, je trouvais qu'il manquait ça comme une... Je travaille aussi comme Melgue. En fait, je fais des tout petits découpages. Je crois que j'ai une image. Attendez, je vais chercher. Ouais. Voilà. Alors j'ai zoomé sur un de tes carnets, Elgué, et je dois avoir un des tiens, Paz aussi. Voilà. Ça c'est nos terres sombres. Quand on a fait le binôme avec Rémi Pierlot, qui est l'artiste de l'AS.
Et ouais, c'est comme ça, c'est des toutes petites choses qui viennent vraiment à fur et à mesure par association d'idées. Parfois c'est des notes écrites, parfois c'est des images obsessionnelles évidemment qui reviennent et qui sont refiltrées, redécantées ou ouais, comme ouais, le sous-marin qui est venu 2 fois déjà. Mais ouais, l'oiseau, je ne saurais pas dire vraiment. Ouais, ni le reste, en fait. Oui, c'est de l'association d'idées. Je travaille par analogie visuelle beaucoup. Ouais. Ouais, et c'est comme si chaque image avait son père. Et son père dans l'opposition. Et puis c'est toujours par rebondissement que je travaille. Ouais. Et toi, Mathias, qu'est-ce qui déclenche un projet chez toi Le premier... Enfin, moi, j'en ai pas fait beaucoup de livres, vu que je suis sorti d'école il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai fait... Puis que je suis assez lent pour faire des livres. Moi, ce qui déclenche, c'est souvent des périodes, en fait, de... Je suis quelqu'un, en général, dans la vie assez anxieux. Enfin, j'ai des périodes un peu anxieuses comme ça, où des fois ça va et d'autres très anxieuses. Et après ces périodes-là, souvent, en fait, je sais pas, je me mets à remettre toute ma vie en question un peu. Alors qu'en fait, finalement, en fait, à chaque fois, je me dis, oh, ça va, en fait. Mais il y a un peu ce truc de remise en question. Et juste après ces périodes-là, c'est une envie de, ah là, j'ai envie de me lever, de dessiner, recommencer un projet. Et c'est aussi, je crois, ouais, c'est ces périodes-là souvent, en fait, qui sont un peu le déclencheur. Donc en fait, c'est marrant, c'est un peu des périodes de malaise de moi où je suis vraiment malaise pour le coup, genre pas bien, où bon, je peux quand même faire des choses, sortir, mais où je suis pas dans mon assiette, je suis pas très bien et tout. Et c'est après que, en fait, c'est après ces périodes-là où je peux me poser sur une feuille, vraiment être avec les idées plus calmes, que là j'arrive à poser des choses. Et pareil, en fait, je fais un peu, c'est marrant parce que je fais exactement ça, je prends une feuille A4, je fais 30 pages comme ça, en vide. Et là, tout d'un coup, j'ai un chapitre, je me dis, ouais, alors il y aura forcément cette image-là, forcément cette image-là. C'est pas vrai, souvent il y en a des qui sautent. Mais au moins, j'ai un peu une trame de narrative, mais d'image, quoi. C'est très visuel. Enfin, je sais ce que je vais raconter un peu, je sais le thème que je vais raconter. Les dialogues, je sais pas exact, tout ça après, je les tape après. Mais au moins, j'ai des images fortes ou des planches, quoi. Des idées de planches qui viennent, même avant de dormir, quoi. Des idées de planches. Je sais à quoi va ressembler la planche, quoi, en fait, avant même, enfin, voilà, c'est un peu des flashs comme ça, en fait, enfin, c'est un truc un peu obsessionnel aussi, donc c'est... Après, c'est dur de dire quand ça arrive, parce que des fois, ça peut arriver à des moments où c'est pas du tout opportun. On a par exemple une commande à rendre dans une semaine, et là, il y a de l'argent en jeu, et tout d'un coup, en fait, on a l'idée du livre, faut le faire, Ouais. Et on peut pas le faire, Et... donc c'est frustrant, donc il y a aussi ça. Voilà. Ou des fois on est obligé de rendre une BD puis on n'a plus le choix. Enfin voilà, je sais pas. Je dirais que le déclencheur c'est peut-être c'est quelque truc de malaise un peu des fois. Ouais, c'est du post-malaise. Ou de l'émotionnel. Quand tu te ressens Ou de l'émotionnel ouais. en tout cas. Des fois ça peut être positif aussi, mais c'est souvent du gros émotionnel qui fait que je fais un livre. Ok. Voilà. Et toi, Elgué, du coup, qu'est-ce qui déclenche Moi j'ai une méthode assez simple en fait. Comme j'ai le temps et qu'il est toute la semaine, le matin, si je me lève, en fait, je regarde le plafond pendant 1 heure. Et je fais toutes les connexions possibles. Et d'un coup, j'ai un flash et je vais bosser, quoi. Et là, tu prends ton carnet et tu fais ton... Non, pas ouais, où je dessine directement, quoi. Ouais, je vais remettre... et puis, c'est quelque chose dont je parle à mes étudiants et étudiantes. Mais ils n'ont pas le temps de faire ça le matin. Donc, mais je trouve que ça marche bien en fait. Le matin, ça marche bien. Ouais, c'est vraiment entre les rêves et puis ce qu'on va faire la journée, et puis c'est hyper positif. Mais ça peut être aussi une histoire avec du malaise. Oui. Du bien-être après. Bien-être après. Non, un peu, ouais. Jusqu'à ce que les lectrices ressentent du malaise à cause de votre bien-être qui était une digestion. On leur dit du mais non, malaise. ça va très bien. Mais voilà, mais c'est... Merci, je pense qu'on arrive au bout du temps qui nous était donné pour cette rencontre autour du malaise. Merci Mathias Martinez, Elge Ruyman et Paz Boira. Je vous donne rapidement quelques rendez-vous. On te retrouve, Elge, à 18h30 aujourd'hui même, donc pour un Antipasti, donc une grande rencontre qui va reprendre ta carrière dans l'ensemble de l'œuvre, même des dessins très très anciens, je pense. On aura, je pense, à peu près 1h30 pour
détailler pas mal de choses. Il y a cette exposition consacrée à Chaude, donc, qui est le dernier ouvrage en date que tu as publié aux éditions Intrabile, qui est juste derrière vous ici dans cette salle. Il y a une exposition collective, Les Galeries, qui est dans l'entrée de la bibliothèque et qui est cette fois complète. Et Laura, tu as largement participé à la mettre en forme. Oui, on a invité tous les auteurs et autrices du festival à participer, donc ils sont tous représentés. C'était l'idée du compost, donc on a fait un espèce de terrarium et chacun a sa petite galerie. Donc ils ont tous aménagé et habité leur galerie. Je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment magnifique. Ils ont fait un travail extraordinaire et bravo à tous. C'était vraiment très beau. Et ça sera visible uniquement pendant la durée du festival, donc bon, peut-être ça pourrait être un peu on prolongé. milite pour que ça reste plus longtemps. Et puis, Passe-Boira, on pas que ça reste. Je sais pas. Qui c'est qui veut pas que ça reste? Si j'ai des noms, je les donne. Des questions de sécurité, sûrement un pompier, je sais pas. Passe-Boira, on te retrouve demain pour un antipasti également, donc je serai en compagnie de Julia Wouters pour te questionner à 17h30 ici même, où on reprendra là aussi un vaste éventail des livres que tu as publiés, puis des dessins inédits, des choses aussi à venir. Voilà. Et dans quelques minutes, à 17h ici même, Sophie Guérive pour le Bureau des Cœurs. Donc vous pouvez rester si vous voulez, ou peut-être sortir, enfin faites ce que vous voulez. Merci à vous trois, merci. Laura pour la préparation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre écoute.